à tous de m'avoir invité. Alors, j'ai peu de temps. C'est un sujet que vous m'avez donné, comment faire pour que ça aille mieux demain, qui en ce moment ne manque pas de sel. On va vers les 120% de dette. On n'a jamais eu un déficit public aussi élevé. On est le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus. On va vers des niveaux de chômage au-delà des 11%. Et pour autant, vous avez envie d'optimisme. Et moi aussi, alors je me suis posé la question des 10 mesures, les 10 mesures que j'aimerais, que je souhaiterais pour notre pays, pour nous, pour vous, pour tous les Français, surtout aussi pour la jeunesse, qu'on prenne. Et puis ça tombe bien, c'est le plan de relance aujourd'hui. Alors vous ne l'avez pas fait exprès, mais voilà, on vient d'annoncer 10 milliards de baisse d'impôts sur la production des entreprises. Ça fait des années qu'on se bat, nous, à la Fondation IFRAP, pour qu'on baisse les impôts des entreprises. On a 100 milliards d'impôts en plus qui pèsent sur nos entreprises par rapport aux entreprises de la zone euro en moyenne. Cet écart n'a pas baissé depuis 2012, malgré le CICE et le pacte de responsabilité, malgré les efforts qui ont été faits. Quand on baisse d'un côté, et vous le savez bien, ça monte de l'autre. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que 10 milliards, c'est bien, c'est un pied dans la porte, mais c'est qu'un pied dans la porte. L'écart avec l'Allemagne, c'est plutôt 70 milliards d'écart sur les taxes de prod. Donc si on veut vraiment renverser la table, ce n'est pas 10 milliards qu'il faut faire, c'est 30. Et les 160 000 emplois que le gouvernement annonce pour l'année prochaine grâce au plan de relance actuel, ce n'est pas forcément les emplois que vous et moi, on imagine. C'est beaucoup d'emplois aidés, beaucoup de formations, beaucoup de services civiques, etc. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal dans la situation actuelle. Mais si on veut vraiment réindustrialiser la France, c'est x3 qu'il faut faire au moins. Et là, on commence à créer de l'emploi dans l'industrie. On l'a évalué, c'est 100 000 emplois dans l'industrie si on fait 30 milliards de baisse à l'horizon 2024 des taxes sur la prod. Donc voilà, déjà, idée numéro 1, aller beaucoup plus loin sur la baisse des impôts des entreprises. Ensuite, idée numéro 2, ça va vous paraître aussi très étrange, à l'heure où on parle de télétravail, à l'heure où on parle de chômage partiel, à l'heure où on dit « Attention, chères entreprises, surtout ne faites pas travailler les gens qui sont en chômage partiel parce que les gens sont payés, mais il ne faut surtout pas les faire travailler ». C'est quelque chose qui laisse un petit peu quand même pantois dans la façon qu'on a de concevoir le travail, même si on peut comprendre que quand c'est l'État qui paye, on n'a pas forcément envie que... Bon, mais quand même, réhabiliter la valeur travail en France, c'est vraiment l'idée numéro 2. Et ça passe aussi par la question du temps de travail. Je suis désolée, c'est vrai, c'est pas marrant de réouvrir ce dossier, mais ça fait des années qu'on tourne autour du pot. Hein, on a défiscalisé les heures supplémentaires, on a refiscalisé les heures supplémentaires, on a redéfiscalisé les heures supplémentaires. C'est pas à vous que je vous raconte pas l'histoire, vous connaissez ça par cœur, vous faites ça au quotidien. Aller, retour, aller, retour. Et puis on nous a dit que les ordonnances travail, ça allait permettre, et puis la loi El Khomri, on était dans la négociation, c'était l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire on négocie dans la boîte, il n'y a pas besoin de changer le code du travail. Moi je crois que le courage, c'est changer le code du travail. Quand on a fait les 35 heures, on l'a mis dans le code. On n'a pas dit chacun va faire comme il veut, négocier avec ses syndicats, avoir des accords, etc. etc. Donc, idée numéro 2, c'est on arrête avec cette histoire d'hebdomadaire, etc. C'est on donne un nombre d'heures travaillées annuelles, on le met dans le code du travail et on dit c'est ça un temps plein. Et ensuite, on dit à combien seront majorées les heures supplémentaires. Voilà, de la lisibilité, de la simplicité. Et on arrête de dire que parce qu'on inverse la hiérarchie des normes, ça va tout changer sur les 35 heures. Ça n'a, pour l'instant, absolument rien changé. 3, redonner leur voix aux salariés. Alors vous allez me dire, elle est bizarre cette fille de l'IFRAP de nous dire ça. Bon. Non, moi j'y crois vraiment. Là, on est en plein dans la question des accords de performance collective. C'est quoi? C'est l'idée de baisser potentiellement les rémunérations pour passer la vague, pour éviter le chômage. Et en ce moment même, il y a beaucoup de négociations partout en France dans des entreprises pour essayer de faire passer ces accords de performance collective. Et ça, c'est une avancée qu'on a eue dans notre Code du travail. Donc de permettre ces accords. Sauf qu'aujourd'hui, il faut signer avec des syndicats qui représentent 50% des salariés. C'est hyper difficile d'obtenir les accords. Hein, je pense que certains d'entre vous le savent. Donc à un moment, prenons aussi l'idée que chaque salarié peut avoir son destin en main. Et être consulté par référendum, ce n'est pas insultant pour les syndicats, ce n'est pas insultant pour les salariés, ce n'est pas insultant pour l'employeur, et peut-être ça peut éviter beaucoup de destruction d'emplois dans les prochains mois. Parce que là, on est à 50 000 à fin août. Mais d'ici la fin de l'année, on sera peut-être à 500 000 suppressions d'emplois, justement dans le cadre de plans de licenciement, qui parfois arriveront parce qu'il n'y a pas eu d'accord de performance collective. Donc moi, ce que je propose, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, aujourd'hui c'est pour les toutes petites entreprises que c'est possible,
on puisse organiser un référendum et que l'accord signé en cas où il y a une majorité de salariés qui sont pour l'accord de performance collective, et bien à ce moment-là, c'est bon, c'est ancré, c'est acté, et on pourrait même l'imaginer au niveau des conventions collectives, on pourrait même imaginer de pré-mâcher le travail. Tout ça, ça se réfléchit, et j'espère qu'on va y réfléchir, parce que le sujet, il ne se gagne pas que par le plan de relance avec des milliards sur la table, il se gagne aussi au niveau de chaque entreprise avec du dialogue. Ensuite, idée numéro 4. Mettre l'épargne des Français dans les entreprises. Vous savez que l'INSEE a donné 27%, c'est le taux d'épargne des Français au deuxième trimestre. C'est gigantesque. Hein, on pense que c'est entre 80 et 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Épargne supplémentaire. Depuis des années, moi je regarde ça avec l'équipe de la Fondation, il y a eu, je crois, des centaines de rapports sur le sujet de comment flécher l'épargne des Français vers l'investissement en capital des TPE et des PME. Nous, on est à l'origine d'une mesure qui a disparu maintenant, qui était l'ISF-PME, qui a permis de financer des boîtes comme Blablacar, comme Michel et Augustin, sur les premiers niveaux de levée de fonds de ces entreprises, les 200, 300 000 euros dont ils avaient besoin pour démarrer. C'est fondamental. Aujourd'hui, on dit que la France est super parce qu'il y a justement de la tech qui s'est développée, des startups, etc. Mais c'est aussi grâce à des mesures comme ça. Et si demain, on veut vraiment financer les entreprises de ce pays avec l'épargne des Français, il faut débloquer ce qui bloque, notamment, et là je vous parle du Code général des impôts, il y a une mesure, l'IR-PME. Cette IR-PME, tout le monde d'ici devrait le connaître, parce que tout le monde devrait mettre un peu d'argent dans le capital d'entreprises, de TPE, de PME, de jeunes qui démarrent autour d'eux. Personne quasiment l'utilise dans la salle, j'en suis sûre. Ça n'a pas cessé de chuter dans les voies et moyens, les dépenses de l'État, les dépenses fiscales de l'État. Pourquoi? Parce que c'est plafonné à 10 000 euros dans le plafond global des niches. Voilà. Le Malraux, lui, les monuments historiques, c'est pas plafonné. Les entreprises, oui, c'est plafonné. Et puis, on doit faire additionner ça avec l'emploi à domicile, etc., etc. Si on veut vraiment faire un truc bien, c'est faire sauter ce plafond. Et on dit, ça, c'est une urgence nationale. Il n'y a pas de plafond. Et on fait comme les Anglais qui ont dit jusqu'à 1 million de livres investis par un couple en capital d'une TPE ou d'une PME, ben c'est déductible à 30% de son impôt sur le revenu. Et quand vous sortez, au bout de 3 ans, pas de taxation des plus-values. Voilà. Là, on va reconstruire un peu la France. Plutôt que créer des usines à gaz avec des fonds, machin, qui vont distribuer dans les territoires et qui vont être surveillés par des sous-préfets, etc., etc. Là, on en a pour du temps, hein, avant que ça percole. Ensuite, décentraliser l'éducation et la santé. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire. On a des grosses régions. Ça a été une réforme sous François Hollande. Mais elles ont des tout petits budgets. Et elles n'ont quasiment pas de prérogatives sur lesquelles elles ont la totalité de, finalement, la responsabilité de la politique publique. L'emploi, c'est toujours Pôle emploi qui est centralisé et qui dirige de Paris les pôles emploi régionaux. Hein. L'éducation, on finance le nettoyage des lycées, les personnels techniques, mais pas les profs. Donc à un moment, il faut oser. En Allemagne, c'est décentralisé au niveau du Land. Hein. D'ailleurs, pendant la crise, ils ne se sont pas si mal sortis. Voilà. Donc si on décentralise, on expérimente, on sort d'une vision hyper centrale du sujet. On se dit, ben voilà, on peut faire différentes écoles, mettre en concurrence, etc. Et puis, on va vers du meilleur. Et on améliore la qualité. Et puis aussi, on peut comparer les dépenses, etc., etc., comme on devrait faire dans une grande démocratie que devrait être la France, où on devrait avoir en permanence un Parlement qui évalue chaque euro de dépenses publiques. Parce que l'idée, évidemment, derrière, c'est l'efficience. Pouvoir évaluer au plus près des politiques publiques et pouvoir savoir si, en fonction de chaque euro mis dans chaque politique publique, il y a la qualité du service qui est au rendez-vous. Ensuite, recentrer l'État sur le régalien. Police, justice, pénitentiaire. Ça fait combien d'années qu'on attend les places de prison hein, pour pouvoir faire exécuter les peines? Ça fait combien d'années qu'on en parle? On devait en avoir 15 000 là, dans le programme de l'actuel gouvernement. Ensuite, ça a baissé à 7 500 et on ne sait même pas quand on les aura, les 7 500. Hein. Et on a encore... alors, le taux a baissé en termes de surpopulation carcérale, mais ce n'est pas ce qu'on voulait.
c'est un peu du trompe-l'œil, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas exécuté leur peine jusqu'au bout avec le virus. Donc à un moment, se poser la question de l'état de nos prisons, de comment on fait pour faire tourner la justice correctement. Et ça c'est hyper important pour que les entreprises se développent correctement aussi. Parce que si n'importe qui peut aller casser une vitrine d'un commerce le samedi et recommencer le samedi suivant et il ne se passe pas grand-chose, eh bien, ça empêche aussi. On est rentré dans la crise, vous vous en souvenez, dans une situation économique qui était moins bonne qu'elle aurait dû être à cause de deux phénomènes qui se sont succédés, les gilets jaunes et les grèves. Et à un moment, on peut se poser la question de est-ce que la sécurité, est-ce que le régalien est respecté dans ce pays? Donc, recentrer notre État sur le régalien, c'est une urgence aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de le répéter, de toute façon, on en parle tous les jours dans les médias et même au sein du gouvernement. Donc, je pense peut-être qu'à un moment, on va prendre les choses en main. On a beaucoup fait sur le social, on a beaucoup développé l'État social, mais l'État, le cœur de l'État, on l'a beaucoup laissé tomber. Idée 7, voter une règle de frein à l'endettement dans la Constitution, comme c'est le cas dans les pays du nord de l'Europe. Et ce n'est pas une règle idiote, style on n'a pas le droit de s'endetter du tout, style on n'a pas le droit de faire du déficit. Ça n'existe pas. C'est simplement l'idée que quand on est en croissance, on doit avoir ses comptes à l'équilibre. Voilà. Et quand on a une crise, une récession, là oui, on peut faire du déficit. Ça veut dire qu'on est prêt à affronter la prochaine crise. En 2008, on a eu une méga crise. On a dépensé, on s'est endetté. On a continué à avoir des déficits structurels de plus de 50 milliards d'euros par an. Et on s'est retrouvé à affronter cette crise-ci dans une situation de faiblesse. Et là, nous, on va atteindre 120% de dette, et en fait beaucoup plus si on compte la totalité des dettes de la France. Les autres vont se retrouver à 80% de dette. Quand on regarde les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis ce système de frein à l'endettement dans leur constitution. Et parce qu'ils l'ont respecté. Et parce qu'ils ont des parlements qui évaluent les politiques publiques, qui respectent les constitutions là-dessus. Donc il y a une vraie question de souveraineté pour les prochaines années sur ces questions. Parce qu'on est tellement dépendant des marchés financiers aujourd'hui. On emprunte tellement d'argent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines qu'à un moment, il faut se poser la question jusqu'où ça peut durer. Et le frein à l'endettement, c'est absolument évident, nécessaire de le voter. Idée numéro 8, repousser l'âge de départ à la retraite. Alors vous allez me dire, c'est pas le moment, c'est jamais le moment, de toute façon. Bon. En réalité, c'est pas que c'est pas le moment, c'est que de toute façon, on n'aura pas le choix. Parce que c'est là qu'on a l'économie principale par rapport à nos dépenses publiques. À terme, c'est 18 milliards d'euros d'économie. Et on n'aura pas les moyens d'éviter de reporter l'âge. Donc il faut dire la vérité aux Français sur le sujet. Tous nos voisins européens l'ont fait, ils sont à 65 ans. Les Allemands vont vers 67 ans. On ne peut pas vivre plus longtemps, partir toujours au même âge à la retraite et avoir des années de pension payées indéfiniment avec un nombre d'années qui augmente, un nombre d'actifs qui diminue. C'est absolument impossible. Donc là, il y a aussi une question de reconnaître les faits tels qu'ils sont. Le Premier ministre a dit ce matin qu'il avait demandé un nouveau rapport au Conseil d'orientation des retraites. Je ne sais pas si c'est encore l'heure de demander des rapports sur le sujet. Hein? Je pense que c'est plutôt l'heure de décider. C'est bien la France de 2030, mais nous, on va se taper la France de 2020. Et pour que ça aille mieux, c'est aujourd'hui qu'il faut les prendre les décisions. Idée numéro 9, comme dans les pays du nord de l'Europe, arrêter de faire 2 systèmes, un pour les gens du public, un pour les gens du privé. Il n'y a aucune raison que le code du travail s'applique aux gens du privé et que dans le public, le code du travail ne s'applique pas et qu'il y ait des statuts. Donc ça a été réformé pour la SNCF, on a dit c'est génial, etc. Mais attends, pourquoi on réforme pour la SNCF, pas pour les collectivités locales, pas pour les hôpitaux? Embaucher sous statut à vie, aujourd'hui, c'est totalement anachronique. Je veux bien sur les sujets régaliens, à la limite, on garde toutes les fonctions souveraines de l'État et on dit là, on continue à embaucher sous statut. Et encore. Tous les pays qui nous entourent ont changé ces règles-là. Et ça a permis aussi de réconcilier leur population.
Parce qu'ils travaillent main dans la main, public avec privé, et pas les uns contre les autres, comme on voit parfois dans notre pays. Hein. Dernier sujet, idée numéro 10, parce qu'on a envie d'avoir des syndicats qui font avancer le pays pour que ça aille mieux. Hein. Se poser la question du mode de financement de nos syndicats. Et créer un chèque syndical, comme ça a été avancé plusieurs fois dans les campagnes électorales, et jamais fait. Parce que nos syndicats se paient sur le paritarisme, sur les caisses, sur la pluralité d'échelons que nous avons dans notre pays, et finalement sur le fait qu'on ne réforme pas, puisque la complexité, elle vient aussi du fait qu'on additionne des instances, des organismes, des caisses. Tout le monde sait ça ici. Et ça n'est pas simplement l'apanage des syndicats de salariés, c'est aussi pour les syndicats d'employeurs. À un moment, il faut se poser la question, voilà, il y a des cotisations, il y a des cotisants, il y a des gens qui adhèrent, et c'est pour ça qu'il y a des syndicats, et il y a de la représentativité. Aujourd'hui, on a des syndicats non représentatifs qui ont une voix trop importante par rapport, finalement, au nombre de personnes qu'ils représentent. Si on fait tout ça, je pense que ça ira mieux. Ça ne veut pas dire que ça ira mieux en 2 minutes, mais au moins on aura eu l'humilité aussi de regarder ce qui marche ailleurs et on ne se sera pas dit on va repenser l'État par l'État pour l'État demain. Vous voyez ? Ça, je ne suis pas sûre que ça marche. Même en créant un haut commissariat, même en créant des tas d'instances publiques, à un moment, il faut se poser la question comment ça peut marcher mieux en faisant une partie au moins de ce qui a été fait ailleurs et qui a permis d'assainir les comptes, de faire baisser le chômage, de faire baisser la dette et finalement de donner à chacun d'entre nous plus de liberté et la perspective d'un meilleur avenir. Voilà. Merci à tous et peut-être à une autre fois.